Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Arim Lassissi et aujourd'hui, je vous emmène à la découverte, une découverte atypique. Aujourd'hui, nous sommes sur une ferme intégrée de Monsieur Eric Akotiéou qui va nous amener faire la visite tout à l'heure. Donc, restez avec nous et vous n'allez pas regretter. C'est parti. Bonjour chers tous, je suis Eric Akotiéou, je suis un technicien agricole polyvalent. Aujourd'hui nous sommes sur ma petite ferme à Homais pour découvrir tout ce qui se passe ici. On va commencer par la cuniculture pour avancer. Donc voici nos nouvelles cages que nous avons achetées, importées depuis la Chine pour développer la production cunicole au Bénin. Ces cages nous permettent de ne pas être en contact direct avec les animaux. Et cela nous permettra aussi de nourrir les animaux très facilement et faciliter aussi leur abreuvement comme c'est automatique. Là, nous avons deux races deux espèces différentes de lapins. Nous avons les géants qui sont là, et les papillons de la France aussi qui sont dedans. Donc tous ceux qui sont ici, ce sont des femelles que nous allons utiliser pour commencer la reproduction la semaine prochaine. Et de l'autre côté, nous avons nos mâles qui sont bien préparés pour la reproduction aussi. Vous voyez que si avec les autres cages, on doit sortir le mangeoire, aller les laver, l'abreuvoir, les manger, les déposer dedans. Donc chaque fois, on est en contact avec les sujets. Et si on avait des infections, des bactéries, on les transmet directement sans s'en rendre compte. Mais ici, on met directement l'aliment dans le mangeoire. Si on met directement l'aliment dans le mangeoire, et les sujets viennent manger. Vous voyez, on met directement dedans et ils viennent manger. Là, on n'est plus en contact avec eux. De la même manière pour l'eau, on met directement l'eau dans le tank de l'autre côté et l'eau circule dans les tuyaux et les sujets boivent facilement. Donc comme ce sont les nouveaux sujets qu'on a réceptionnés, avant-hier on les a donnés des parasitants, donc aujourd'hui on va les donner des anticos. On va les donner de l'anticos. Ça sert à quoi? Amprolium, ça permet de... Parce qu'il y a deux types de parasites. Il y a deux types de parasites internes qui dérangent les sujets. Il y a des coccidiens qui sont liés aux coccidis. Et il y a encore des parasites qu'on utilise des déparasitants pour les traiter. Donc on a fini avec le déparasitage et on va les traiter maintenant contre les coccidis parce qu'il y a des traces qu'on est en train de voir dans les fientes. Les fientes sont un peu molles. Ce n'est pas sec comme cela se doit. Donc on va mettre de l'amprolium dans l'eau. Ici ça garde 10 litres d'eau. Donc il nous faut 2 grammes d'amprolium dans 10 litres d'eau. Voilà comment on fait. On se laisse de l'eau et de l'aliment facilement. Je vais servir de l'eau aussi au mâle. Ici nous avons les mâles. Oui, ici on n'a que les mâles. Nous avons 5 mâles ici. 5 mâles de différentes races qu'on a là. Cela va nous faciliter les croisements et nous allons atteindre facilement notre objectif. Donc nous allons faire pareil comme on a fait, oui, le même exercice. On va le reprendre encore ici. Ça les tient pour combien de jours, combien de temps? L'eau? L'eau, oui, et même l'aliment. L'aliment, on sert l'aliment 2 fois par jour.
à raison de 20 grammes matin, 20 grammes le soir. Et pour l'eau, les animaux consomment 2 à 4 fois de la quantité d'aliments qu'ils ont consommé. Les animaux boivent 2 à 4 fois le double ou plus de la quantité d'aliments qu'ils ont consommé. Donc là-bas maintenant, on a 12 sujets qui sont là-bas. Donc ces 12 vont consommer 200 grammes par jour d'aliments. Donc ici, ils consomment 200 grammes d'aliments et doivent consommer en moyenne 400 grammes de l'eau, ce qui fait moins de demi-litre d'eau. Et il y a l'eau, c'est 10 litres. Et ils sont 12 dedans. Donc ça fait, si ils vont consommer les 400, ça va les suffire exactement pour la journée. Oui. Et en termes de propreté, nettoyage du dispositif que nous venons de voir, oui. Comment on s'y prend? C'est très facile parce que si les animaux mettent des crottes, les crottes glissent automatiquement. Okay. Et s'ils urinent aussi, l'urine tombe devant les cages automatiquement. Et là, on balaie les crottes et on les ramasse facilement sans avoir rentré sous les cages, sans avoir déplacé les cages ou bien sans avoir se blesser. Et si l'urine qui est déversée devant, nous mettons de l'eau dedans pour le balayer chaque fois afin que l'endroit ne dégage pas de l'ammoniac qui va rendre encore les animaux malades et va rendre tous nos visiteurs et nous-mêmes indisposés sur la ferme. Parce qu'on apprend souvent que les lapins n'aiment pas les salissures, n'aiment pas la malpropreté. Les lapins aiment là où il y a la propriété. Exactement. Les lapins aiment là où il y a la propriété parce que ce sont des espèces qui sont trop propres, qui sont très sensibles à la saleté. Vu ça, que nous, on travaillait avec d'autres cages, les cages en bois, et chaque fois, les animaux même détruisent tout, et les cages en fer où leur urine détruit tout. Mais c'est là qu'on a pensé à l'inonce. On a acheté des grillages en inonce et des fers en inonce qui sont galvanisés pour pouvoir construire ceci. Et vous allez voir, l'assiette est en plastique. L'assiette est en plastique. Et avec ces assiettes en plastique là, ça va, leur urine ne peut plus les gâter si facilement comme c'était en fer ou bien en bois. Et vous allez voir en bas aussi, c'est plastique. Et ces plastiques nous permettent de rendre l'endroit hygiène parce que la fiente ne reste pas stable. L'urine aussi n'est pas stable. Donc chaque semaine, tous les week-ends, on prend les brosses pour nettoyer là où les fientes se sont collées sur les cages, du haut jusqu'en bas. Merci. On va continuer avec les volailles. Ok. Donc nous voici avec nos volailles. Ici, on a réservé ici nous avions réservé des géniteurs locaux, c'est-à-dire des femelles locales pour les croisements. On les a sélectionnés en fonction du pelage et en fonction du pelage et autres. On a des caractères morphologiques, on a observé, on les a sélectionnés, on les a mis là pour le croisement qu'on va commencer le mois prochain. Et nous avions aussi d'autres espèces qu'on va amener. Nous avons les Goliaths GR. Ces Goliaths sont des sujets qui grossissent comme les poulets de chair. Déjà en 3 mois, 2 mois, 3 mois, vous pouvez avoir des poulets qui auront en moyenne 1,5 à 2 kg. Donc cela nous permet de reproduire, non seulement reproduire, mais engraisser aussi pour avoir beaucoup de revenus après les recherches qu'on a effectuées l'année dernière. Et comme nous sommes dans une production intégrée, notre objectif est de faire tout. Et voici la machine de notre BMI, ce qui nous permet de fabriquer notre aliment, notre propre aliment à la ferme. On a commandé, on n'a pas encore installé, parce que nous avons commandé aussi des granuleuses qui viendront d'ici 48 jours. Et on va les installer, on va installer les BMI et les granuleuses ensemble pour pouvoir faire l'aliment en poudre, les transformer en des granuleuses pour nos lapins, nos poissons et nos poulets. Parce que vous avez un projet de pisciculture également. On a une ferme piscicole qui est en activité.
bonjour monsieur. Sinon, bonjour. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Très bien. C'est Eric à Cotiou. Oui. Alors, on était en pleine visite tout à l'heure sur notre FEM. Comment vous l'appelez déjà? FEM Oui, c'est une FEM intégrée du nom Stand Up Bénin. Et ça vous dit quoi pour nous qui ne comprenons pas bien les termes techniques là? Réveillez-vous le Bénin. Okay. Enfant, mi-fond, Bénin. Oui, parce qu'on avait passé du nom mi-fond à Stand Up Bénin. Parce que le nom de la première société, c'est mi-fond Bénin. Mais chaque fois, si on voyage avec ce nom, on demande de se présenter, on dit le nom de la société est mi-fond Bénin. Les Français, les anglophones demandent mais qu'est-ce que ça signifie? Et comme on veut commencer par exporter vers eux, on a changé le nom de la marque. Et on a créé une nouvelle société du nom Stand Up Bénin. Oui. Alors, vous êtes ici depuis combien d'années déjà sur cette ferme-là? Sur cette ferme, nous sommes ici, ça fait probablement 8 mois. Et vous êtes en quoi ici? On a vu des escargots, on a vu des lapins, on a vu des volailles, on a vu également des plantes. Oui, la ferme existait depuis plus de 15 ans, mais nous on l'a rachetée il y a de cela 8 mois. Okay. Quand on a racheté, la première activité qu'on a commencé, c'était les poulets. Comme le bâtiment était déjà là, on a installé nos poulets en place, on a conduit les poulets de chair pour la fête. Après ça, on a conduit encore d'autres vagues de poulets dedans. Et en plus, après les poulets, nous avions entamé avec les escargots. Oui, on a commencé avec 3000 têtes de géniteurs qui sont là actuellement. Et nous sommes à plus de 5000 têtes de descendants. Oui, les escargots sont venus ici dans le mois de septembre. Okay. Le 2 septembre que nous avions commencé avec les escargots. Et ensuite, comme nous, en tant que producteurs intégrés, on ne peut pas rester sans autre chose. Comme on avait déjà découvert la patate douce hachée orange, nous l'avions intégrée aussi sur la ferme. Qui est votre touche personnelle, hein? Parce que vous l'avez dit que ce n'était pas... Bon, c'était au Bénin, entre-temps. Oui, c'était... Ça a disparu. Oui. Et que maintenant, vous l'avez ramené depuis le nord. On l'a ramené depuis le nord du Ghana, sous le programme de Enable 4, au moment où on était en partenariat avec ITA Bénin. Okay. On a ramené ça et on a fait sa promotion. Et c'est de là que la production a recommencé. On a redonné encore la vie à ce type de patate encore à nouveau dans notre pays. Parce que c'est très riche et très recommandé aux enfants, aux jeunes et aux personnes de la 3e âge. Surtout que ça sert de matière première pour plusieurs. Vous avez parlé des chips. Oui. Vous fabriquez déjà à base de cette patate douce-là. Exactement. Nous fabriquons déjà des chips à base de ces patates. Nous fabriquons la farine pour les produits pâtissiers et on fabrique également ça sert aussi de la matière première pour la fabrication des produits alcoolisés, comme le whisky et le vin. Mais est-ce que vous avez déjà des partenariats qui vous font peut-être voyager, vous allez à l'extérieur, toujours dans le compte de votre business? Oui, dans le compte du business, on voyage souvent pour les programmes, des salons et des foires. Okay. C'est pour ça. Par le gouvernement? Ça peut être organisé par le gouvernement, organisé par des particuliers à l'international. Quels sont les pays là que vous pratiquez souvent? Moi, je pratique souvent les pays anglophones et les pays arabophones. Okay. Arabophones, Liban, Dubaï, okay. Qatar. Okay. Les pays anglophones, il y a quelques pays anglophones de l'Afrique et de l'Europe. Okay. Alors, mais comment tout ceci a commencé? C'est parti le déclic a eu lieu à quel moment? La passion, comment elle est née? D'accord. Depuis que moi j'étais enfant, je me suis toujours intéressé par le domaine agricole. Et j'accompagnais la grand-mère pour aller au champ chaque fois, mais les parents n'aimaient pas quand on allait au champ avec les grandes-mères. Et c'est à cause de ça qu'ils m'ont décalé du village, ils m'ont envoyé en ville. Mais quand j'ai commencé mes études, après mon BPC, je me suis dit, mais s'il y a beaucoup d'espace autour de moi dans mon collège, j'ai fait le CEGEVER de Corps, s'il y a beaucoup d'espace autour de moi qui ne sont pas exploités,
Et ces espaces-là, moi, je ne regarde pas les espaces terrestres. C'est-à-dire la dalle des bâtiments qui ne sont pas exploités dans l'établissement. Et ces dalles sont vides. On ne fait rien sur ça. On a juste construit les couvre-escaliers en haut, mais ces dalles sont pratiquement vides. Quand j'ai réfléchi, j'étais approché des amis. J'ai dit, il faut qu'on aille voir les administrateurs, on va les demander. J'ai passé par la surveillance. Il y a encore un qui est toujours là, le surveillant Capot. Il est toujours là. C'est grâce à lui que nous avons eu accès au directeur et on nous a donné un bâtiment d'exploiter. C'est là que j'ai commencé réellement la formation en agriculture au sol parce que souvent, moi j'aime beaucoup... Mais il s'agissait d'une auto-formation? Non. Il y avait des formateurs qui... Non, j'avais une formation précédente dans le domaine. Parce que chaque fois, moi j'aime beaucoup voyager. Pendant les vacances, on suit les grands frères pour aller dans d'autres pays, ou bien on suit les amis pour aller dans d'autres pays. Comme ça, j'ai découvert la production au sol au Cameroun. Pour la première fois, je l'ai vu. Ils ont fait des productions dans les sacs de suite et les sacs Dangote. Il y avait un sachet avant qu'on vendait 50 francs que les gens achetaient pour utiliser. Couleur noire. Oui, couleur noire. Ils utilisaient aussi ils continuent d'utiliser pour faire la production au sol. Moi, je suis intéressé à ça. Je me suis approché, déjà demandé. Ils m'ont expliqué comment ça se passe, un peu. Comme je n'avais pas prévu rester longtemps, comme c'est que j'ai accompagné un grand frère chauffeur camion qui veut faire seulement 3 jours pour le chargement, j'étais retourné. Après ça, j'ai eu la chance de me rendre à Pobo, à la Côte d'Ivoire. C'est là que j'ai rencontré la promotrice de Coco Sol. Et c'est chez elle que j'ai eu la chance de faire 2 mois. Elle m'a formé dans la production au sol avec des substrats manufacturés. Et quand j'ai demandé ça, le directeur a demandé comment ça va se passer, je l'ai expliqué. Et il nous a donné l'accès. Et nous, maintenant, on a mobilisé les moyens qu'il faut pour trouver les matières premières. Une fois qu'on a les matières premières, maintenant, on a commencé la production. Et nous avions commencé par la production de la tomate et de piment. En plus, ensuite, on a ajouté concombre et la tomate. Et finalement, quel est l'avantage avec les productions au sol? La production au sol est plus avantageuse parce que, ça ne demande pas assez d'efforts. On ne fait pas assez d'efforts en au sol que la production au sol. Parce que si vous faites la production au sol, il faut d'abord préparer la terre. Et pour préparer la terre, il faut exercer assez de force. Après ça, il faut arroser régulièrement. Il faut désherber, c'est-à-dire il faut nettoyer le champ régulièrement. Mais si nous prenons le cas de la production hors sol, d'abord, il n'y a pas une sol qu'il faut préparer. Si c'est sur la dalle, là, il n'y a rien qu'il faut préparer. Il faut acheter des matières premières, comme ça peut être des sachets, des plastiques, des pneus, des tuyaux PVC, tout ce qui peut servir à produire hors sol. Et moi, je fais ma production hors sol sans la présence d'un grain de sable. J'utilise des substrats manufacturés à base de palmiers que j'utilise moi-même. Je les produis, c'est ça qui est devant là. Je les produis moi-même et je les mets dans les sachets moi-même. Vous allez voir que quand on avait soulevé ça là-bas tout à l'heure, c'était trop léger. Il s'est dit ça, on ne peut pas soulever si facilement. Ça serait un peu lourd. C'est trop léger et ça facilite la ramification des plants. Et on peut le déplacer d'un point A à un point B sans risque de tuer les plants. Et en matière de rentabilité, la production au sol est 3 fois plus rentable que la production au sol. Et si nous prenons le cas de la tomate, si on produit la tomate au sol, on a majoritairement au Bénin, on a 30 tonnes à l'hectare. Celui qui met tout en pratique, qui respecte toutes les normes qu'il faut, il y a 30 tonnes à l'hectare. Mais celui qui le fait en au sol peut aller jusqu'à 90 tonnes, voire 120. D'où l'importance de la production hors sol. Et si nous prenons un hectare de production en hors sol, j'ai la possibilité de cultiver l'espace autant que je veux. C'est-à-dire on a la possibilité de faire des étagères, de faire des cultures superposées. C'est-à-dire je sais que le piment doit grandir à 1 mètre de hauteur. Je peux mettre une autre culture à 1 mètre au fin et lui va grandir encore en haut. Je peux mettre autre culture, comme je sais, les laitues grandissent particulièrement de 20 à 30 cm de hauteur. Je peux mettre autre culture à 50 cm pour superposer afin que j'ai beaucoup de production à la fois.
Donc, voici l'un des avantages de leur sol. Et en plus, leur sol, si je fais la production ici, par exemple, et mon contrat est terminé, je peux déplacer mes cultures sans avoir les tuer vers un autre site. Ce qui n'est pas possible pour la production au sol. Alors, aujourd'hui, vous avez combien de fermes déjà à votre comme une ferme comme celle, comme ce que nous avons aujourd'hui? Nous avons 3 fermes. Okay. Nous avons 3 fermes. Il y a la grande ferme maraîchère qui est à Sékou, dans la commune d'Alada, au bord du Goudron. Et là, on fait que de la production maraîchère. Et là-bas, c'est demi-hectares. On exploite de façon continue là-bas. Et vous avez suivi quelle formation et quelle est la structure de formation? J'ai fait, après avoir fait avec Cocosol quand j'étais élève, quand j'ai terminé, j'ai fait une formation à Terra Center au Japon. Et après ça, j'étais retourné au pays, j'ai fait la formation encore à Sangaï pour m'adapter aux 2 climats de production. Donc c'est après ça maintenant que je me suis positionné sur le marché et j'ai commencé par travailler à mon propre compte. Alors, travailler à son propre compte, nous sommes dans l'entrepreneuriat et quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce métier ou dans ce domaine? Ok. Travailler à son propre compte, on voit que c'est simple, mais ce n'est pas aussi si facile que ça. Parce qu'il y a beaucoup de difficultés. Si on va parler des difficultés, on ne va pas se lever aujourd'hui. Il y a beaucoup, énormément. Et les gens vont dire qu'on travaille, on rentre dans l'entrepreneuriat sous passion. D'autres disent qu'on rentre ça à force de résoudre une solution, un problème. Mais si on veut résoudre un problème réellement, ou bien c'est à base de passion qu'on a commencé, je me posais la question. J'étais à une conférence, j'ai posé la question. Où est la passion si on produit, on ne récolte pas? Où est la passion si on élève et on ne vend pas? Où est la passion si on amène ce qu'on a déjà calculé le coût au marché et on vend ça à un autre prix? Là, la passion n'est plus là. Là, on travaille pas. On travaille via amour, on travaille là via une obligation. Mais qui dit passion dit amour aussi? Oui, qui dit passion dit amour, mais là, ça doit dépasser la passion. Okay. Parce que je produis, je finis de lever parce qu'au début, je produisais des tomates, je ne vendais pas parce que je ne trouvais pas de clients. Okay. Je produisais des concombres, je ne vendais pas. Je levais des escargots, je ne trouve pas de clients. Des poulets, on ne trouve pas de clients. Des lapins, on ne trouve pas de clients. Des cailles, des œufs de cailles qui sont recherchés comme de l'or. Malgré ça, on ne trouve pas de clients. Parce qu'on n'avait pas le marché. Vous comprenez? Mais au moment où on a trouvé le marché maintenant, il nous faut le financement pour produire pour la demande. J'allais en venir vous demander justement comment vous gérez le volet du financement en fait. Il faut aussi le financement pour produire ce que le client a demandé. Parce qu'avant, il n'y avait pas le client, mais maintenant, il y a le client. Mais il faut l'argent pour produire. Et l'argent, c'est difficile à trouver l'argent au Bénin. Compliqué. Je dis compliqué, complexe. Personne ne veut aider les jeunes. Personne ne veut aider nous les jeunes. Les structures financières. Les structures financières, les microfinances, c'est-à-dire, même si on dit que le gouvernement met des politiques en place, les politiques ne tiennent pas contre la jeunesse. Les politiques ne tiennent pas encore contre la jeunesse. Ça ne tient pas encore contre la jeunesse. Pas d'expérience. Oui, pas d'expérience, je suis en train de le dire, oui. Parce qu'on dit il y a un programme qui est là pour nous aider, nous les jeunes, mais nous voyons que dans le programme déjà, dans les clauses, dans les conditions remplies, on demande déjà un titre foncier. On demande déjà une... Est-ce que le titre foncier doit être au nom de celui qui demande le crédit ou au nom du site, le terrain qui est contre un bail, par exemple? On dit... et ce n'est pas... On ne dit pas seulement titre foncier, ou bien on ne dit pas seulement les preuves de la parcelle, mais on exige une superficie qu'il faut. Okay. Une superficie, désolé. Une superficie. On peut dire maintenant il faut avoir 2500 mètres carrés avant de bénéficier à un programme. Ce n'est pas d'avoir des programmes, des programmes gouvernementaux. Il faut avoir demi-hectare
il y a la présidente de l'eau, il y a aussi. Mais l'étudiant vient de sortir fraîchement de l'école. L'élève vient de sortir fraîchement du centre de formation. Mais comment nous pouvons bénéficier de ces choses-là si on ne redit pas? Il faut qu'ils revoient les politiques. D'une certaine façon, il faut que la volonté politique soit beaucoup plus orientée vers la jeunesse. Orientée, surtout adaptée au domaine. Oui. Voilà. Maintenant, pour les structures financières, pour ces structures financières-là, il y a beaucoup de choses aussi, parce que ils demandent souvent, avant de ne pas être trop, s'ils ne veulent pas compliquer la vie pour toi, il faut aller en équipe. Vu aujourd'hui que moi je suis ici à Romain, par exemple, je produis à Romain, et les autres amis que j'ai sont peut-être à Lada et à Porto Novo, alors que moi j'ai besoin de l'argent ici. Je ne peux pas faire venir les gens de Porto Novo pour m'associer à moi, on va prendre de l'argent ici. Donc il faut qu'il y ait des programmes décentralisés qui vont nous accompagner, nous les jeunes, à aller loin. Sinon, beaucoup de jeunes ont la passion, ils ont la volonté, ils ont des compétences, mais n'ont pas la capacité de commencer à faute de financement. Mais dans le même temps, on peut commencer un projet de 1 million avec 10 000 francs. Alors, j'ai quand même... On peut démarrer un business de 10 millions à partir de 10 000 francs. Non, pas 10 millions. 1 million. À partir de 10 000 francs. Tout à fait. Mais quand on est venu ici, on a épaté toute l'équipe. Quand même, on a vu tout ce que vous avez pu réaliser sur cette petite superficie. Et ça fait partie en réalité des déconstructions que vous avez réussi à faire. Parce que quand on parlait de ferme, il fallait s'attendre peut-être à des champs à perte de vue, qui s'étendent à perte de vue. Il fallait s'attendre à des hectares, mais ici, vous avez pu réaliser tout ceci. C'est déjà votre actif d'une certaine manière. Je vais continuer pour ne pas vous demander quelles sont vos ambitions, quels sont vos projets à court et à long terme concernant cette ferme et autres fermes. Okay. Le premier projet, c'est à long terme, c'est de sortir des produits finis. Des produits finis et étiquetés. C'est-à-dire quoi? Tout ce que nous produisons doit être transformé. Ça, c'est notre premier objectif. Et on court derrière ça depuis plusieurs années. Parce que l'activité, nous l'avons commencé ici, depuis 2017, comme je l'avais dit au début. Et depuis ce moment, on est en train de courir derrière ça pour atteindre cet objectif. Okay. Progressivement, on a commencé par transformer certaines choses de façon artisanale, okay. Mais ce n'est pas encore ce que nous voulons. Okay. On doit aller à l'industrialisation. Notre objectif est d'aller à l'industrialisation, mettre en place des chaînes qui vont conduire de la pépinière peut-être à la fin, et pas peut-être de la pépinière à la fin du cycle. C'est-à-dire, si on, par exemple, on prend le cas des tomates, on fait la pépinière des tomates, on va repiquer, on suivi, on récolte, et on transforme, et c'est le produit fini qui sort maintenant. Le piment, pareil, les légumes, on va sécher les légumes feuilles pour lutter contre les pertes post-récolte, et aussi pour les viandes, les poulets, les lapins, les cailles, les escargots, les poissons. Tout au cours de la visite, vous avez même parlé de transformation, les lapins. Oui, les lapins et tout. Comment ça fait partie de vos projets là? Ça fait partie des projets, mais à court terme déjà, à court terme ici, on va installer une petite unité de transformation des poulets, des lapins, des cailles, des escargots, des légumes, feuilles et fruits. D'ici la fin du mois prochain, nous allons l'installer ici. Okay. On va l'installer ici dans notre magasin qui est à côté. Okay. Et aussi en plus, parce que plus on achète l'aliment, plus le coût de production nous revient cher. Et là, c'est à cause de ça on a acheté notre BMI qui est devant nous. On a commandé aussi une granuleuse pour commencer par produire, formuler l'aliment, transformer en granuleuse, nous-mêmes déjà sur la ferme, non seulement pour nos quelques sujets, mais
commercialiser auprès de nos partenaires, nos confrères qui sont dans le domaine, qui sont affiliés à nous. Et est-ce qu'il n'y a pas de programme de formation? Parce que je vous ai entendu parler de formation que vous faites gratuitement d'ailleurs. Oui, nous avons... Vous avez ciblé la jeunesse pour le début. Oui, qu'est-ce qu'il y en a? Est-ce que ça continue ou ça ne continue plus? Ça fait partie de vos projets ou non? D'accord. La formation fait partie de nos projets qui sont en cours, à court et à long terme. Okay. Parce que sans la formation, ceux qui sont derrière nous, ceux qui sont autour de nous, ne sauront pas comment on est en train de faire. Vous avez déjà combien de filleuls comme ça? Vous avez formé combien déjà? De 2017 en mars 2025, après avoir fait les statistiques, on a formé 33 000 jeunes. Wow. 33 000 jeunes qui sont formés. Et on a changé le deal, on a changé notre méthodologie de formation parce que parmi ces 33 000, à peine 5% ou 10% sont en activité actuellement. Beaucoup ont commencé, mais ils n'ont pas pérennisé. C'est à cause de ça que nous avions changé les choses. Et on ne peut pas demander, dit maintenant que parce que telle personne a fini la formation auprès de nous, il a terminé la formation à court cycle, la formation de 0, de 1 à 90 jours chez nous, qu'il est déjà prêt pour recevoir un financement. Non. C'est pour cela que j'insiste beaucoup pour les conditions à remplir pour avoir accès à mes formations. Si c'est que je veux apprendre sur le lapin, je dois être prêt à faire au moins un petit cage qui va garder un femelle et un mâle et 2 femelles. Un mâle et 2 femelles et avoir un petit cage à côté pour les engraisser. Vous comprenez? Et là, si la personne termine, il sort de la formation automatiquement. Déjà, il va faire, même au cours de la formation, il commence par faire ses expériences au fur et à mesure que nous évoluons. Et là, le temps qu'il va faire pour vendre 1, 2, 3 fois, déjà va lui permettre de faire des expériences. Et il va se baser maintenant sur ses propres expériences pour aller à la quête de financement ou des partenaires qui vont le soutenir. Parce que personne, si les gens ne te voient pas en train de faire quelque chose, personne ne veut t'aider si tu ne fais rien. Si ils sont tous à la théorie, personne ne veut les soutenir. Donc, nous avons 3 types de formations. On a 3 types de programmes. Nous avons le programme Agri-World Learn, Agri-Chat Learn, et après ça, on a des formations d'experts. Alors, je vais demander votre mot de la fin, parce que nous sommes déjà à la fin de cette émission. D'accord. Cet après-midi, pour dire vrai, je suis tellement heureux de votre visite et de tout ce que je suis en train de me voir réaliser sur mes fermes. Parce que je n'ai pas la force de le faire, seul Dieu nous a donné la force. Maintenant, moi, je vais exhorter mes frères et sœurs, les téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent à pareil moment, que l'entrepreneuriat, ce n'est pas qui veut. L'entrepreneuriat, ce n'est pas au plaisir. L'entrepreneuriat, c'est je peux aller là-bas, quelles que soient les difficultés. S'il n'y a pas ça dans la tête, et dans notre tête, c'est que je commence, je dois gagner de l'argent, je dois acheter une voiture, je dois acheter une maison, je dois faire le mariage. Non, on ne peut pas y aller. On ne peut pas y aller parce que l'entrepreneuriat est un monde. Il faut avoir des rêves modestes. Exactement. Celui qui veut grandir d'un coup ne peut pas entreprendre. Il serait en train de jouer jusqu'à. Il faut également patient et persévérant. Oui. Et dans le même temps, je vais exhorter aussi nos aînés, nos parents qui ont les moyens d'accompagner les jeunes. Au lieu de détourner le projet des jeunes pour aller réaliser, échouer, dire que le domaine agricole n'est pas un domaine qu'il faut investir, il faut toujours aller avec la jeunesse. Il faut toujours aller avec le porteur d'idées. Et là, ensemble, on va lutter contre l'insécurité alimentaire dans notre pays. Merci. Alors, merci beaucoup, Monsieur Eric Akotiewu. Merci de l'accueil qui nous a été réservé également sur le site. Madame, Monsieur, merci également à vous d'avoir été là.
C'est déjà la fin de cette émission, vous l'aurez remarqué. C'est déjà la fin de l'émission, ce nouveau numéro. Nous étions à Womé sur la femme intégrée de monsieur Eric à Cotino. Voilà, je vais finir par y arriver. Alors, on va se retrouver très prochainement pour un nouveau numéro, si Dieu le veut. En attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao.